Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Merci Pascal pour l'invitation. Donc on a une trentaine de minutes, j'ai pas mal de choses à vous montrer, à vous expliquer. C'est pas facile de faire un résumé des actualités en ce moment sur la cheville et le pied. Tout d'abord, j'ai pas de conflit d'intérêt, ce dont on va parler aujourd'hui, je suis indépendant par rapport à tout ça. Je suis pas maqué avec quelconque marque ou que sais-je. Mon parcours, je vous la fais très vite, juste pour que vous sachiez un peu d'où je viens, ce que je fais. Effectivement, j'ai eu mon DE ici, à Nancy en 94, kiné libéral ensuite pendant 12 ans, kiné du sport, ostéo. Je me suis occupé de sportifs pro, football, basket, hockey, volley. Et puis je suis parti en 2005 au Qatar, où j'ai eu l'occasion de travailler pendant 9 ans à Aspire, à Spétard, et de développer un versant recherche. Donc j'ai eu la chance de faire 50% recherche, 50% clinique. Et puis effectivement de faire une thèse de doctorat en co-tutelle avec l'université de Lausanne sur les préventions de blessures cheville-pied. Je suis rentré en 2014 et je me suis posé à côté de Genève à Mérin, pour ceux qui connaissent, à l'hôpital de Latour, parce qu'il m'offrait l'opportunité de continuer de faire 50-50, à la fois de la recherche et à la fois garder un peu les mains dans le moteur et continuer de voir des vrais patients. Voilà, ça ne mérite pas plus que ça. Spécificité de l'entorse de cheville, on va parler un peu d'épidémiologie et de récidive. Quelques chiffres. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? 6500, ça vous fait penser à quoi? Par jour, vous connaissez déjà. Ouais. 2,4 millions par an. Ça fait 4,5 par minute, ça fait une toutes les 13 secondes. On peut multiplier comme ça les trucs, hein, je ne vais pas vous en faire 25 millions, mais le plus grave c'est ça, 1 sur 2. À votre avis, c'est quoi 1 sur 2? Non? Ça on en reparle après, c'est pas faux, mais ça dépend des circonstances. Pas mal. 1 sur 2, en fait, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que dans des études ensuite rétrospectives, on se rend compte que tous les chiffres là, ils sont sûrement à multiplier par 2. Tout simplement. D'accord? Donc en gros, c'est 1 pour 10 000 habitants par jour dans les pays développés, c'est sûrement plutôt 1 pour 20 000. D'accord? Ou 1 pour 5 000. D'accord? Donc 1 sur 2. Plutôt que de vous faire quelque chose de long et de fastidieux, je suis passé par un article qui vient juste de sortir, ou en tout cas qui est de 2017, et qui est de Feger. Alors c'est, vous verrez après, je vous parlerai un petit peu de gens comme Jay Hertel. C'est l'équipe de Jay Hertel, Université de Virginie, qui se sont amusés à faire une étude sur la prise en charge aiguë les 30 premiers jours après entorse latérale de cheville aux États-Unis. D'accord? Je ne sais pas si certains ont connaissance de cet article-là. C'est une petite étude américaine, hein, 825 000 cas, facile. Et puis ils en ont sorti certaines conclusions dont je voudrais en partager une partie avec vous. Plus de 2/3 des patients sans fracture associée ont fait des radios. Ça vous fait penser à quoi ça? Quels critères? Ottawa. Ça nous met un peu en face de la faiblesse relative des critères d'Ottawa qu'on connaît. Il y a la sensibilité, la spécificité, vous êtes super à l'aise avec ça. La sensibilité, la chasse aux faux négatifs, d'accord? Ottawa, c'est bien, ça a une bonne sensibilité, mais ça a une spécificité très moyenne. C'est-à-dire que s'il y a besoin de faire les radios, ça va nous dire que oui. Par contre, ça va même nous dire d'en faire quand il n'y en a pas forcément besoin. D'accord? Donc, petit truc pour votre information, il existe d'autres critères qu'on appelle ceux de Bernese, qui sont très intéressants à venir coupler avec Ottawa en pratique quotidienne, parce que Bernese, c'est beaucoup plus contraignant. D'accord? Donc là, c'est l'inverse, c'est une spécificité et une sensibilité un peu inversée par rapport à Ottawa, donc faire les deux en couple, c'est quelque chose que je vous conseille. Autre chiffre, on va dire hallucinant, de cette étude-là, 6,8% des patients ont fait de la rééducation, alors de la thérapie physique, parce qu'on est aux États-Unis, donc c'est pas que de la physiothérapie, c'est physicothérapie, il y a plein de choses, mais bon, en gros, on fait de la rééducation et de la thérapie physique dans les 30 jours suivant l'entorse. Seulement 6,8%. D'accord? Et dans ces 6,8%, 94 ont fait des exercices, la moitié ont reçu un traitement manuel, et la moitié à peu près ont reçu d'autres modalités type ultrason, que sais-je.
Donc je suis en train de vous expliquer qu'il y a 3,5% des gens qui ont reçu un traitement manuel dans les 30 premiers jours. Pour vous situer l'ampleur du désastre sur la prise en charge de l'entorse de cheville. Et là c'est américain, mais on n'est pas très loin devant. Puis en fait je vous ai dit que c'était 1 sur 2. Hein. Donc mon 3,5 là, vous pouvez quasiment l'enlever et puis le remplacer par moins de 2%. D'accord. Donc ce dont on parle là, on parle bien de la plus grosse pathologie traumatique, l'entorse de cheville, et on parle de quelque chose qui est complètement sous-évalué, sous-traité à l'heure actuelle. Donc on manque énormément de cas, on en loupe là. Et puis ceux qu'on a, souvent on ne les traite pas assez. Alors on peut tirer sur les médecins, sur les urgences, sur tout ce qu'on veut, sur le système, hein, mais en tout cas ça c'est vraiment un constat. C'est quelque chose qui nous a intéressés. Nous c'est qui? L'International Ankle Consortium, un groupe de chercheurs, dominante américaine, australienne. Et en 2016, on a décidé de faire une étude sur un peu la prise en charge de ces entorses de cheville, et puis qu'est-ce qu'il en découlait, ou plutôt qu'est-ce qu'il en découlait pas. Donc c'est nous là, voilà. Hertel c'est lui. Hertel c'est quasiment 150 papiers dans PubMed sur la cheville, donc c'est du gros loin. Alors, si on part de l'entorse et qu'on ne la traite pas bien, qu'est-ce qui se passe? Vous en parliez tout à l'heure en disant 1 sur 2, vous n'étiez pas loin de la vérité. C'est la récidive, c'est l'étape d'après, d'accord? Les taux de récidive, selon les études, on va dire les plus récentes, 40 à 70% de récidive, d'accord? Et c'est multiplié par 2 l'année qui suit l'entorse, d'accord? Alors autant si on peut dire l'entorse c'est pas notre faute, c'est le coach, c'est l'athlète, c'est la pauvre dame qui a loupé le trottoir, la récidive c'est notre faute si on les a vus, hein. Donc ça c'est pour nous aussi. Hein. Alors je vous ai mis là, qu'est-ce qu'on fait pas bien, quels sont les paramètres importants à regarder si on ne veut pas qu'une récidive se produise. On a tout ce qui est musculaire, donc bien sûr faiblesse des adversaires. Alors avec les débats qu'il y a autour, on n'est pas forcé d'avoir des éverseurs très faibles quand on fait une entorse, mais si on a des éverseurs faibles, c'est un gros facteur favorisant d'entorse de récidive, voire même de pathologie plus grave. Dans les potentiels déficits musculaires, il ne faut pas oublier ce qui est proximal. On en reparlera tout à l'heure dans l'autre amphi pour ceux qui changeront d'amphi. Ensuite, il y a tout ce qui est, alors qu'on met en général dans le gros fourre-tout proprio, ça, l'activité neurodynamique, neuromusculaire dynamique, et puis le déficit du contrôle postural. D'accord? Il faut bien savoir faire la différence entre tout ça. Bon, en gros, on va appeler ça la proprio, mais c'est vraiment pour résumer. Et puis il y a ça, hein, il y a la limitation de l'amplitude de flexion dorsale, avec cette histoire de glissement du talus. On en reparlera aussi tout à l'heure. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a la récidive, on n'est pas au bout de cette cascade catastrophique. Hein. Il y a encore une étape après. C'est l'instabilité chronique. L'instabilité chronique, c'est 25, 50, 70% suivant les études, après une entorse initiale. Pourquoi ces chiffres aussi variables? Parce que ça dépend si on est chez le sédentaire ou dans des sports, on va dire, avec peu de contraintes, si on est dans des sports de pivot contact ou si on est à 70% ici, dans des sports plutôt type arts martiaux, sports de combat. Et puis la dernière étape, si malheureusement on ne s'en sort pas de l'instabilité chronique, ou si on ne sait même pas qu'on a une instabilité chronique, ou si, ce qui est plus grave et ce qui se passe en général, tout le monde s'en fout de notre instabilité chronique, hein, c'est les gens qu'on voit qui disent « Non, mais moi je me tords la cheville toutes les semaines, mais rassurez-vous, ça gonfle plus, j'ai plus mal. » Non, ça ne me rassure pas du tout, hein, c'est une partie de la définition de l'instabilité chronique. Mais regardez les chiffres, hein. 60 à 80% des cas d'arthrose de cheville, c'est post-traumatique. Ça veut dire qu'on a quand même une notion de je me fais une entorse, je me fragilise, il y a un orage articulaire, je deviens un stade chronique et je passe en arthrose. Le souci qu'on a, c'est que la cheville, c'est pas une hanche. On n'est pas bon hein, en remplacement prothétique, etc. C'est pas compliqué. Hein. On arrive vite à l'arthrose. Il y a eu une étude de Valderrabano en 2006. C'est une équipe de Bâle en Suisse. Alors ils se sont carrément amusés à dire, voilà, on a calculé qu'à la suite d'une entorse grave, en gros 26 ans après, alors il y a un petit écart type, hein, il n'est pas énorme, on va basculer sur l'arthrose.
si on a franchi les récidives, puis l'instabilité chronique, etc. Et puis 28 ans après, plutôt des entorses moins graves mais récidivantes. Donc ça, c'est des arguments à donner à vos patients ou futurs patients. Au gars de 25 ans qui se croit invulnérable avec sa cheville instable, il dit tout simplement, c'est pas grave, mais tu ne pourras pas jouer au foot avec ton gamin. Hein, ou tu ne pourras pas courir, ou tu ne pourras pas, etc. À 50 ans, ça sera terminé. Et c'est la réalité de tous les jours. Je ne vous la joue pas catastrophique. Alors, je vous parle de l'instabilité chronique. C'est quoi l'instabilité chronique? Ben, c'est pareil, il faut aussi essayer de mettre une définition là-dessus. Alors, on revient à Jay Hurtle, 2002, vous voyez, c'est pas tout neuf, qui avait publié dans Journal of Athletic Training ce paradigme-là, qui est plus que jamais d'actualité. Il y a les insuffisances mécaniques et il y a les insuffisances fonctionnelles. Hein, donc on parle d'instabilité mécanique et ou d'instabilité fonctionnelle. D'accord? Dans les instabilités fonctionnelles, bah, il y a voilà, tout ce qui est déficit de proprioception, de contrôle neuromusculaire, de force et de contrôle postural. Et puis il y a dans les instabilités mécaniques tout ce qui va être dégénératif, laxité, etc. D'accord? Vous vous rendez compte qu'une cheville instable, c'est un peu plus compliqué que de dire oui, bon, il a une cheville hyperlaxe, donc forcément il est instable. Non, hein, ça nous renvoie à la notion de copper ou non-copper, hein, de répondeur ou de non-répondeur. Des gens qui vont être plus laxes et qui vont jamais faire de récidive, parce qu'ils ont développé les suppléances qu'il fallait, ou parce qu'on leur a permis de développer les suppléances qu'il fallait. Lorsqu'on a l'un ou l'autre ou les deux et des récidives d'entorse, à plusieurs reprises, on risque de basculer dans l'instabilité chronique. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de sortir un papier de consensus pour que, quand on parle d'instabilité, tout le monde parle de la même chose. Donc c'est ce papier qu'on a sorti en 2013. L'idée de départ était de dire, voilà, on lit trop d'études scientifiques, même dans des journaux de haut niveau, où la définition même de l'instabilité chronique de cheville n'est pas homogène. Chacun y met un peu ce qu'il veut. C'est ça qui fait que des fois, quand vous lisez des méta-analyses ou des revues de la littérature, vous avez dans les conclusions, ben, on n'a pas des conclusions très solides parce que les définitions de la problématique sont trop hétérogènes, blablabla. Bla, d'accord? Donc à un moment, on se dit, bon, bah, au moins sur ce sujet-là, on va essayer que tout le monde parle de la même chose quand on inclut des sujets dans un groupe d'instable chronique. Donc depuis, et ce papier a été recité 400 fois, donc a priori ça a marché. Hein. Il y a pas mal d'équipes qui commencent à jouer le jeu de prendre ces critères-là dans leurs études. Mais ça va un peu plus loin que les études, nous ça nous sert en clinique tous les jours, hein, pour dire bah, est-ce que mon patient là, je peux le faire rentrer dans cette catégorie-là. Et ça va induire une prise en charge. Alors, je ne vais pas insister lourdement, je vous renvoie au papier, mais simplement il faut évidemment au minimum un antécédent d'entorse de cheville, pour avoir une instabilité chronique associée à des symptômes inflammatoires, et puis il faut qu'elle ait engendré au moins un jour d'interruption des activités physiques habituelles. Un peu plus intéressant et un peu plus peut-être novateur pour vous, il faut qu'il y ait eu bien sûr des antécédents et sentiment d'instabilité. Ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir des récidives d'entorse graves à chaque fois, d'accord, hein, ce qu'ils appellent le giveaway en anglais, hein, la sensation de dérobement, ça compte. Hein. Si quelqu'un à l'interrogatoire vous dit bon, ça se dérobe une fois par semaine, sans raison particulière, en marchant à plat, ça compte. D'accord? Alors ça compte dans quoi? Ben, ça compte dans des questionnaires. Et là, c'est quelque chose qui est important. Il y a des questionnaires qui ont été validés, et c'est beaucoup là-dessus qu'on se base à l'heure actuelle pour déterminer si quelqu'un a une instabilité chronique de cheville ou pas. Plus que sur la laxité mécanique, puisqu'on a vu que certains pouvaient être des coppers ou des non-coppers. Okay, donc, je vous en ai mis deux. Ankle Instability Instrument et le Foot and Ankle Ability Measure. Je vous les détaille après, je crois. Oui, le CAIT, le Cumberland, lui, il est intéressant parce qu'il est validé en français. Si certains font des choses sur la cheville, vous devez le connaître. Le FAM, qui est le successeur du FADI, peu importe, est lui intéressant parce qu'il différencie les activités sportives et les activités quotidiennes. J'insiste lourdement sur les questionnaires
Pour les praticiens, parce que ça, c'est des choses qui se remplissent dans la salle d'attente en attendant, etc. C'est pas du temps perdu. C'est assez facile à remplir, il n'y a pas trop de soucis. Non? Non? J'arrête à 45. Ah, il y a 10 minutes de questions après? T'as dit qu'il restait combien? 5? D'accord, donc c'était pas de 15 à moins le quart? Il y a 20 minutes de... Ah, il y a 20 minutes de questions? Non, il y a 10 minutes de questions et 20 minutes d'interview. Oui, et j'ai commencé à 15. Et il reste 5 minutes, vous avez 20 minutes. Attends, j'ai commencé à 15. Si j'ai 30 minutes en tout, il ne peut pas me rester que 5 minutes. Oui, non, mais vous avez 30 minutes avec les questions. Oui. Là, j'ai pas fait que 10 minutes pour l'instant. Ah, c'est ça? Ouais. On est d'accord, ouais, c'est ça. Non, excuse-moi, non, mais je voulais être sûr de pouvoir bien tout faire. Ok. Pas de souci. Donc, le questionnaire. Là, on est bon là-dessus. Utiliser les questionnaires, c'est très important. C'est vraiment là-dessus que vous ferez un diagnostic d'instabilité chronique. Donc, ma cascade catastrophique, entorse, récidive, instabilité, arthrose. Ce qui est important, on ne sait pas bien faire ça. On n'est pas forcément super fort ici. Là, des fois, on les voit trop tard. Donc, c'est ici qu'il faut être. Il faut essayer d'agir le plus tôt possible dans cette cascade catastrophique. Ça veut dire en traitant correctement les entorses, mais peut-être même en revoyant notre bilan initial de la première entorse. Parce que c'est de là que va découler, je dirais, la qualité de notre traitement. Alors, l'examen initial, c'est un sujet brûlant, parce qu'on a sorti lundi soir dans la nuit, on est sorti dans le BJSM, la dernière publication de l'International Ankle Consortium, où je dirais notre obsession a été de dire qu'est-ce qu'on peut proposer comme bilan clinique validé par la littérature, avec comme presque unique idée d'éviter la récidive. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus soigner la personne, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus que le sportif reprenne rapidement, mais l'idée c'est de dire on veut absolument en premier surtout éviter la récidive, pour éviter de mettre le doigt dans l'engrenage et partir dans cette cascade catastrophique. Alors, ce travail-là, ça a été ce qu'on appelle un Delphi process, c'est-à-dire qu'on met des experts autour d'une table, on commence en général par Internet, on fait une revue de la littérature de tout ce qui est sorti sur le sujet, d'accord? Et puis ensuite, on se rencontre physiquement, donc on s'est rencontrés aux États-Unis au mois de septembre, et puis on passe tout ce qui est sorti du filtre, on fait des tours, et puis tant qu'on n'a pas, ou si on n'a pas 75% d'agrément entre les experts, d'accord? Et ben on sort la technique, on sort le test, on dit ça n'a pas suffisamment de validité pour nous, d'accord? Truc intéressant, hein, c'est que dans la pyramide que vous connaissez bien, hein, de hiérarchie des études scientifiques, on a coutume de dire que le consensus d'experts avec ce genre de process-là, il est vraiment tout en haut. Donc c'est des choses qui sont censées avoir une valeur scientifique, hein, en tout cas dans la littérature, et puis une grosse valeur clinique pour les praticiens le lundi matin au cabinet. Alors il y a deux parties dans cet article, je vous la fais courte. Il y a une partie qui est plutôt bilan au moment où le médecin le voit aux urgences ou à la première séance, c'est-à-dire bien regarder l'histoire, être sûr que c'est bien une première entorse. Sinon, tout tombe par terre. Hein. Être sûr que c'est bien une première entorse. Vous pouvez savoir le nombre de fois, quand je vois des gens pour d'autres pathologies de la cheville, où je leur demande leurs autres antécédents traumatiques, ils disent non, ça va, j'ai rien. Et puis on avance dans l'examen, et ils disent oui, bon alors sinon j'ai fait des entorses de cheville. Ils considèrent même plus ça comme une blessure. Donc il faut vraiment verbaliser votre question. Est-ce que vous avez fait des entorses de cheville? C'est banalisé, c'est incroyable. Ensuite, il faut bien demander le mécanisme et puis faire le test de vos ligaments. C'est surtout pour sortir la syndesmose, hein, être sûr qu'on n'a pas une syndesmose. Et puis mes critères d'Ottawa, plus ou moins bernésiés ici. Mais le plus intéressant dans cet article-là, c'est ce tableau qui est la rééducation, qui sont les tests
orienté vers la rééducation. Vous avez 3 colonnes. C'est ici le sujet. Alors oui, on n'est pas originaux, hein, la douleur, le gonflement, l'amplitude, les glissements, etc. Mais là, c'est plus intéressant. Vous voyez, on les choisit en fonction du risque potentiel d'instabilité chronique. On regarde déjà, on a quelqu'un qui vient de se tordre la cheville, on commence déjà à faire notre examen clinique en choisissant des paramètres dont on sait qu'ils sont pertinents pour éviter une récidive, une instabilité chronique et de l'arthrose. Alors il y a deux pages comme ça, mais il y a la force, il y a la proprio, il y a la marche. Voilà. Et à chaque fois, on a uniquement les tests qui sont validés dans la littérature et sérieusement validés dans la littérature. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, mais par exemple, pour mesurer le volume, le gonflement hein, sur une cheville, il y a un test, c'est la figure du 8. Hein. Il y a plein de manières de mesurer, hein, j'en dis qu'on ne vient pas. Nous, en lisant tout ça et en se mettant, on a trouvé que c'était la figure du 8. Donc si vous mesurez maintenant un swelling, ça serait bien, gonflement, pardon, ça serait bien de mesurer avec la figure du 8. C'est pas plus compliqué, puis vous collez à la littérature. D'accord? On va passer. Voilà, j'en arrive à la fin. Bilan initial, traitement initial, très très important. Assurez-vous toujours que c'est une première entorse. Vous ne faites pas avoir. Prévention en amont pour ceux qui font des équipes. Sachez que vous avez la chance de voir les gens avant que ça arrive. Donc essayez de mettre en place. Battez-vous avec les entraîneurs. Hein, dites-leur, je te prends 10 minutes, mais je vais te rendre des jours de match, des semaines de match, je vais te rendre des joueurs. Hein, il y aura moins d'absence, il y aura moins de blessés, espérons-le dans ton équipe. Donne-moi 10 minutes au début de l'entraînement, etc. L'objectif, c'est pas de récidive. Et puis, mesurer, quantifier, objectiver, utiliser les outils, utiliser les questionnaires, utiliser le numérique. On ne peut plus dire qu'on ne savait pas, on ne peut plus dire qu'on n'a pas à disposition. On peut même quasiment plus dire que c'est qu'en anglais. Hein, vous avez vraiment beaucoup d'outils à votre disposition pour faire les choses le plus correctement possible. Voilà, merci. Beaucoup. Désolé, j'étais un peu sec tout à l'heure.